Il nous manque un savoir pour nous dire voilà ce qui est en train de nous arriver. La grammaire avec laquelle nous avons vécu pendant pratiquement 4 siècles en Occident et ailleurs est en train de s'effondrer. Elle n'est plus capable de lire ce qui est en train de nous arriver. Matryoshka. Mais qu'est-il en train de nous arriver à nous, êtres humains? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que nous sommes encore des êtres humains? C'est un peu ce dont nous allons parler dans Matryoshka aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à vous toutes, à vous tous. Alors que l'humanité est aujourd'hui en souffrance, voire déniée, alors que le bien et le mal ne retrouvent plus bien leurs petits et que chacun se sent suffisamment victime pour pouvoir éventuellement légitimement s'imposer bourreau, avec Rachid Benzine, notre invité aujourd'hui, qui est à la fois politologue, islamologue et romancier, nous allons plonger sans retenue dans la densité, dans l'épaisseur du moment. Et pour cela, nous allons interroger le ressentiment, le sentiment d'humiliation. Nous allons essayer de saisir dans quel virage civilisationnel nous nous trouvons. Et puis, nous allons décrypter, au-delà d'un certain effondrement de valeurs ou d'un certain bouleversement de repères, ce qui, en creux, pourrait être en train d'émerger. Tout cela est lié pour moi à l'éboulement de nos sociétés. C'est-à-dire il y a une espèce d'effondrement et je suis vraiment très stupéfait entre ce qui est en train de nous arriver et ce qui est passé du Moyen-Âge à la Renaissance. Si vous prenez le Moyen-Âge, le passage du Moyen-Âge à la Renaissance, vous avez exactement ce qui est en train de nous arriver. C'est-à-dire que les gens sont en train de paniquer. Les anciennes représentations avec lesquelles ils ont vécu sont en train de s'effondrer. Leur monde est en train de s'effondrer parce qu'il y a quelque chose qui émerge et que ça met du temps à pouvoir émerger. Et dans ce laps de temps, il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des émergences de violence, il peut y avoir ces guerres de domination, dominant-dominé. Je crois que c'est un retournement de perspective par rapport à la manière dont nous avons défini le monde. C'est-à-dire que globalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'Occident, pendant très longtemps, a désigné les autres. Ouais. Voilà. Et qu'aujourd'hui, nous n'avons plus, en tant qu'Occidentaux, ce pouvoir-là. Mais ce n'est pas grave qu'on ne l'ait plus. Au contraire, ça permet... Ça décentre les regards. Ça nous descend. On n'a plus, on n'est plus cette grande puissance, mais ce n'est pas grave. On n'est plus cette grande civilisation, et ce n'est pas grave. Nous l'avons été pendant 4 siècles. Et c'est bien aujourd'hui de se laisser altérer, à la fois au sens de soif, au sens de changement. Et c'est ça la vie. La vie, c'est l'altération. C'est une forme de transmission dans l'immédiateté pour le coup, l'altération, c'est la porosité. Mais complètement, c'est-à-dire que la civilisation occidentale a été capable de faire cela parce qu'elle a été dans cette porosité, elle a été dans ce dialogue-là. Et c'est pas parce qu'il nous arrive des choses assez difficiles qu'il faut nous enfermer. On est trop sur nos certitudes et on ne les interroge jamais, comme si nous avions les bonnes valeurs, comme si nous avions les bonnes mœurs, comme si nous avions les bonnes pratiques. Non. Alors il y a cette arrogance, oui. d'une certaine façon, dont vous parlez là, cette sorte d'arrogance. Oui. Et en même temps, il y a des modèles opposés. Oui, qui ne sont pas mieux. Qui nous tambourinent, qui nous secouent et qui nous font peur. Et on n'arrive pas à dire que c'est bien aussi quand on voit un Vladimir Poutine ou Daesh. Ah oui, d'accord. Ça, on peut le dire directement, on n'est pas bien. On n'est pas d'accord. Non, mais en même temps, c'est une façon aussi de dire, de nous décentrer et de secouer notre arrogance. Mais absolument, c'est pour ça que j'aime. Même la Chine. Oui, même la Chine, c'est pas les modèles autoritaires, c'est pas mieux. C'est-à-dire que globalement. C'est pas que ça le sujet, mais d'une certaine façon, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est-à-dire. Vous savez, je pense que d'abord cet éboulement, ce décentrement de l'Occident, il est déjà en cours. Et le problème en face, c'est qu'on n'a pas d'autre modèle de changement. Et donc, je crois qu'il faut accepter à un moment qu'on n'ait pas de modèle. Et toute la question, c'est est-ce qu'on peut ne pas vivre sans modèle, à un moment, dans ces modes de transition? Sans projection, sans espérance, juste donc accepter cette sorte d'immédiateté. Oui, non, accepter un moment de se laisser dessaisir. De ne pas savoir. De ne pas savoir. C'est vrai, c'est vraiment, j'invite les gens à voir ce qui s'est passé entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et parce qu'ils se retrouvent dans la même situation que nous. Alors, qu'est-ce qu'on traduit? Qu'est-ce qu'on dit? Il y a plein de belles choses qui émergent. Les récits féministes, avec leur pluralité, c'est quelque chose de nouveau. Personne n'aurait pu penser qu'ils auraient autant d'importance avant l'événement MeToo.
La question écologique, elle est de plus en plus prégnante dans la société. Le mouvement décolonial qui dit qu'il faut qu'on répare notre rapport à la mémoire et l'histoire est de plus en plus important. Et on voit bien avec le libéralisme ce qui est en train de se passer sur la question du bien public, du bien commun, de dire écoutez, il y a des biens publics, l'école, les transports et autres, qui ne peuvent pas être soumis au marché. Globalement, la vraie question, c'est comment on reconstruit du commun et comment on met au cœur, je dirais, de l'humanité la question de la reconnaissance. Parce que la question de la reconnaissance, c'est la question de la réciprocité. On est tellement dans un éboulement du monde que les institutions elles-mêmes demandent à être reconnues. Les professeurs qui demandent à être reconnus. Il y a 20 ou 30 ans, ils avaient cette reconnaissance qui était déjà là. Et on voit bien les déplacements et que la montée de toutes ces revendications du genre, les montées de revendications du religieux, ethnique, etc., qu'est-ce que c'est? Ce sont d'abord des demandes de reconnaissance. Pourquoi? Parce que plus personne n'est assuré de sa propre valeur et ça nous renvoie à la question de l'identité. L'identité, parlons-en. Selon qui on est ou d'où on parle, forcément, sa parole résonne complètement différemment. Rachid Benzine, par exemple, il est politologue, il est islamologue, il est aussi romancier. D'ailleurs, il y a ce livre qui vient de paraître, Le silence des pères. Il est musulman, il est d'origine marocaine, il est une figure importante de l'islam libéral, mais pas que. En fait, quand je décris ce qu'il est, je décris ce qu'il fait, d'où il vient et l'image qu'il a. Mais ce qui peut être intéressant dans le fond, c'est, au-delà de tout ça, ce que chacun pose et impose de son identité. C'est par rapport à quels critères, qu'ils soient intellectuels, historiques, culturels, religieux, qu'on se définit. Et l'identité qu'on définit est-elle vraiment définitive? Je pense que nous sommes tous des êtres en chantier, c'est-à-dire à la fois dans ce que nous avons reçu, de ce que nous avons digéré, de ce que nous en avons fait, et en même temps beaucoup de choses, c'est-à-dire que globalement cette question de l'identité, elle est assez difficile, sauf si elle se raconte par une narration. C'est ce que dit Paul Ricoeur, il dit que l'identité est toujours narrative. Puis ça permet de donner à la fois de la cohérence, et en même temps de le mettre en récit, ça produit du sens. Et que l'être humain ne peut pas vivre sans produire du sens. Quand nous utilisons le langage, la métaphore et autres, nous produisons du sens. Et l'être humain, il est toujours, non pas en quête de vérité comme on le pense, mais plutôt en quête de sens. Et donc c'est pour ça que cette identité-là, qui est narrative, elle peut se raconter de mille et une manières et que les autres aussi peuvent vous raconter. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'absolue définition de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez être. Pour vous, ça a été une nécessité de devenir romancier pour pouvoir raconter des histoires, en parallèle de politologue pour pouvoir raconter l'histoire. Racontez-moi justement quel est le chemin identitaire de tout ça. C'est tout simplement au moment des événements du 13 novembre 2015, cette explosion de violence terroriste sur notre sol, on n'arrivait plus à trouver les mots pour pouvoir se parler, pour pouvoir dialoguer. Et je voyais bien que tous les concepts que j'utilise dans les sciences humaines, dans mes cours, alors, les concepts ? C'est lorsque je vais parler du récit théologico-politique de Daesh. C'est-à-dire que Daesh construit un récit dans lequel il y a un certain nombre de mythologies, de rêves, le rêve de l'unité, le rêve de la dignité, le rêve de la pureté, le rêve du salut. Vous voyez, tous ces concepts qui permettaient de comprendre pourquoi des jeunes pouvaient adhérer à ces récits, ce qui faisait qu'en adhérant à un récit, ils pouvaient bouger. Partir en Syrie, en Irak, c'est là où on voit la puissance du récit. Et donc, on arrivait à cette période-là où l'ancien Premier ministre, Manuel Valls, disait que expliquer, c'était excuser. Et donc, on voyait bien que là, nous étions globalement dans une impasse parce qu'on était dans un moment émotionnel où l'analyse, où le concept, où le recul, où la complexité, où la nuance n'avait pas de place. Alors les autres concepts, c'était quoi sur lesquels vous pouvez travailler intellectuellement, qu'ensuite on a besoin de traduire sur un plan narratif. Sur la question par exemple de l'humiliation, qu'est-ce que c'est qu'une humiliation? Avishai Margalit dit, un philosophe israélien, qui dit que nous vivons dans des sociétés indécentes. Et quand on lui dit qu'est-ce que c'est qu'une société indécente, il dit que c'est une société où les institutions humilient les citoyens. Ça peut paraître abstrait, mais ça part de quelque chose qui est empirique. C'est-à-dire que le concept, dans la philosophie sociale, on part toujours de l'étude du terrain. Moi, ce que je pense, c'est que plus on théorise, plus on pourra être pratique.
Parce que la théorie, c'est une manière aussi de saisir le réel. Et donc vous, en 2015, à ce moment-là, vous reprenez ces concepts, Ouais. une fois qu'ils sont suffisamment maîtrisés, Oui, pour pouvoir les traduire absolument. et raconter des histoires. Absolument. Et c'est ce que je fais avec Lettre à nous, qui est un échange épistolaire entre un père et sa fille, un père qui est philosophe, un père qui a donné les rudiments de la critique à sa fille, et cette jeune fille décide un jour de partir rejoindre son mari en Irak pour rejoindre Daesh. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'on entend à la fois les arguments du père, mais on entend aussi les arguments de la fille avec toute son idéologie djihadiste. Et pour moi, c'était important qu'on entende aussi ce qu'ils ont à nous dire, de ne pas les considérer simplement comme des monstres, de ne pas les considérer simplement comme des barbares, et que nous serions du côté de la civilisation, je dirais, de l'axe du bien, comme certains le disent aujourd'hui. À partir du moment où on les entend, Ouais. comme vous dites, qu'est-ce qu'il faut comprendre et comment le traduire et comment arriver à recréer du comment. Je trouvais ça très important de comprendre la question de l'humiliation, comment les humiliations préparent les violences de demain. Et les humiliations, on a eu ça avec les gilets jaunes, on a eu ça avec la retraite, etc. Il y a constamment des choses de l'être humain qui reviennent dans cette lutte pour la reconnaissance. Et ça montre bien qu'aujourd'hui, nous sommes en panne de récit. Et nous n'arrivons pas à trouver un espèce de récit commun qui nous emmènerait tous vers cette idée à la fois de l'émancipation de chacun et de tout le monde, mais en même temps qui créerait aussi des liens, qui créerait aussi globalement des attachements. C'est-à-dire que le grand récit avec lequel nous avons vécu, qui était celui de la modernité, avec le progrès, s'est effondré. Le grand récit de l'émancipation, c'est qu'en fait, on s'est tellement émancipé de tout qu'il n'y a plus de lien. On s'émancipe du religieux, on s'émancipe de la famille, vous voyez. Mais je crois qu'on ne peut pas penser l'émancipation sans penser l'attachement. Ça va ensemble, la question du lien. Et quel est le nœud aujourd'hui? Ouais. Dans quoi est-ce qu'on est en train de s'engouffrer qui fait qu'on Ouais, est en repli? Mais parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est dis-moi quelle est ta souffrance, je te dirai qui tu es. Le problème, c'est lorsque vous êtes dans l'espace public ou l'espace médiatique et que vous n'êtes réduit qu'à votre souffrance ou le fait que vous ayez été victime. Et donc, ça finit par vous assigner une résidence identitaire de souffrance, ça c'est la première des choses. Et ensuite, on dit jamais aux gens comment on dépasse ces souffrances-là, comment on se relève, comment on dépasse globalement ces humiliations. Que la souffrance fait partie d'abord de l'existence, c'est très important de pouvoir la rappeler dans une société un peu palliative où on voudrait que personne ne souffre, ce que je peux comprendre. Hein. Moi, je suis plutôt dans l'idée qu'on peut à la fois articuler que ce que vous êtes est le produit de votre histoire, mais ce que vous êtes est aussi ce que vous en faites aujourd'hui dans les interactions avec les gens. Et donc, que faire du ressentiment? Que faire de ces sentiments d'humiliation accumulés? Comment les transformer? Et pour ça, j'ai demandé à Rachid Benzine s'il y avait quelque chose, par exemple dans le Coran, qui pouvait permettre de donner des repères, permettre d'avancer, de sortir du repli, de la souffrance. Mais avant de répondre et avant de parler du Coran, il a préféré poser très clairement un distinguo entre ce que c'est le texte sacré d'un côté et la parole de Dieu de l'autre. C'est très important de bien comprendre que ce que nous entendons par parole de Dieu. Et ensuite, vous avez le texte. Le texte, c'est une trace. Le texte, c'est une trace de la parole. Vous voyez, donc vous avez encore un autre niveau. L'identité d'une religion ne se définit pas au moment où le prophète de cette religion parle. Vous voyez, le temps que la théologie, le temps que l'exégèse, le temps que les écoles juridiques se mettent, il faut quand même quelques siècles. Quelques temps. Et donc, il faut d'abord, chez les croyants, introduire le rapport à l'histoire, le rapport au temps. Oui, c'est ça, contextualisé dans un temps. Mais dans un temps, et en même temps qui parle aux gens de l'époque. Donc le texte, avant de vous parler, il a parlé à des gens qui vous ont précédé. Et des gens qui sont inscrits dans une culture. Et c'était quand? Ben, on est au 7e siècle. On est au 7e siècle. C'est-à-dire, il se passe quoi autour? Comment il est le monde à ce moment-là? D'abord, c'est la question de la géographie. Ouais. C'est une géographie aride. Et donc les mots du Coran ils sont, je dirais, empreints de cette géographie, ils sont empreints de ces conditions culturelles, de la question de l'imaginaire.
Vous savez, les mots véhiculent un imaginaire, ce qui fait que lorsque nous parlons, si je vous dis par exemple à vous, je vais acheter un 45 tours 2, vous savez très bien de quoi je suis en train de parler. On est en train de parler d'un disque vinyle. Oui. Mais si je dis à vos enfants, ou aux miens, ou à une nouvelle génération, je vais acheter un 45 tours, ils ne comprennent rien parce qu'ils n'ont pas du tout le même imaginaire que vous et moi. C'est-à-dire que nos parents au 7e siècle, quand ils ont écrit la trace de la parole de Dieu, Oui. ce dont ils parlent, c'est pas forcément ce qu'on comprend aujourd'hui. Ce qu'on comprend nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir quelque part une humilité de se dire, d'abord, il faut que j'arrête de projeter mon imaginaire sur le texte. Il faut d'abord que je puisse avoir de la distance avec ce texte-là pour mieux travailler l'appartenance. Et donc, il y a 14 siècles entre ce texte et moi, c'est la question de la distance. Et la distance, c'est la question de la transmission. Vous voyez, nous, on est plutôt dans un temps de l'immédiateté. Vous voyez, donc c'est comme si le sens, il était immédiat. Non, le sens, c'est une construction. Et il faut accepter que ça soit une construction. Une fois qu'on a posé ça, le sens de l'humiliation, pour revenir à des ressentis d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des clés, même dans ce travail justement de traduction que vous avez pu faire, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut aller chercher ou trouver ou entendre? Vous savez, ce sont tous des textes qui racontent que toutes les figures prophétiques ont eu des malheurs, toutes les figures prophétiques ont subi des humiliations, mais qu'avec cette parole, ils se sont relevés. Donc c'est une parole c'est une parole qui relève les êtres humains. Si je me déplace, par exemple, dans les évangiles, Jésus, quand il passe en Galilée, de village en village, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait globalement que relever les gens. Il relève les gens malades, il relève les taiseux, les silencieux, il relève ceux qui, fondamentalement, sont à la marge, ne valent plus rien pour les êtres humains. Donc c'est une parole qui relève, c'est une parole qui, pour moi, responsabilise. Et donc la question c'est, dans votre lecture, quelle lecture vous faites de ces textes-là? Parce que vous êtes responsable de votre lecture. Ce ne sont pas des textes qui amènent à la passivité, c'est un texte qui parle de souffrance, qui demande la nécessité de la patience et qui disent que finalement le dernier mot d'une vie, ce n'est pas possible pour l'être humain. C'est pour ça qu'on appelle ça le jugement dernier. Le dernier mot sur un être appartient à Dieu. C'est ça qui est intéressant pour notre question. Dites-moi, expliquez-moi bien cette histoire de jugement dernier. C'est l'idée que personne ne peut récapituler votre existence et avoir un dernier mot, jugement dernier, au sens de valeur, sur votre existence. Aucun autre humain ne peut avoir cela sur vous. C'est très intéressant parce que c'est une libération. C'est-à-dire que personne ne peut vous définir de manière définitive. C'est-à-dire que ce dernier mot n'appartient pas aux êtres humains. Avec ça, vous avez un espace de liberté et de création qui est assez incroyable. Et par rapport à toute la discussion qu'on avait jusque-là, ça l'éclaire en quoi, cette histoire de jugement dernier? Votre identité n'est jamais fixée, la valeur de ce que vous êtes n'est jamais définitive et que aucun être humain ne peut avoir cette prétention de vous définir. Et donc, toutes ces figures dans les textes qui ont souffert et qui se sont relevés, aujourd'hui, si on tire un petit fil entre justement la narration des textes sacrés et l'histoire telle qu'elle se vit aujourd'hui de façon assez douloureuse et violente, qu'est-ce qu'on peut... C'est la lecture, c'est-à-dire que beaucoup de gens font de ces textes religieux des armes pour... rendre certains mécréants, pour attaquer au nom de Dieu, vous voyez. Alors que les textes, quand on prend le temps de les lire, je dirais, de manière très très lente, parce que ça nécessite, ce sont des textes qui viennent vous désarmer, mais ils vous désarment d'abord par rapport à vos certitudes. Se désarmer par rapport à ses propres certitudes, lutter contre sa propre inertie identitaire amplifiée par son ressentiment, tout ce travail contre soi permet d'œuvrer pour soi et pour le commun. Mais alors, comment aller plus loin? Prenons le temps, justement, d'écouter encore un peu Rachid Benzine. La grammaire avec laquelle nous avons vécu pendant pratiquement 4 siècles en Occident et ailleurs
est en train de s'effondrer, elle n'est plus capable de lire ce qui est en train de nous arriver. Il n'y a plus de possibilité de lire. C'est-à-dire qu'il nous manque un langage, il nous manque un savoir pour nous dire voilà ce qui est en train de nous arriver. Et donc on a, dans cette période-là, on a une concurrence des savoirs. On a une concurrence de voix qui chacune prétend dire voilà ce qui est en train de nous arriver. Donc là, c'est quoi? Un choc civilisationnel qui est en cours? Qu'est-ce que Moi, c'est? je pense que c'est un choc systémique, c'est-à-dire que la mondialisation n'a jamais été aussi importante, nous n'avons jamais été autant connectés, nous n'avons jamais été aussi proches les uns des autres, nous sommes liés. Et que dans ce lien-là, il y a des choses qui n'arrivent pas à se faire parce que c'est comme si vous aviez un espèce de tremblement de terre, toutes vos certitudes sont en train de vaciller. Et donc, du coup, les gens veulent absolument retrouver de nouvelles certitudes. La question du doute, la question simplement de ne pas savoir qu'est-ce qui est en train de nous arriver, crée des angoisses. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, notre rapport au temps, il a complètement changé. Alors, l'historien François Herzog parle de régime de temporalité, et il appelle ça le présentisme, dans un éternel présent. On n'est plus que dans un rapport très très court, celui de l'immédiateté ou de l'instantanéité, et la manière dont nous utilisons nos téléphones, avec les notifications qui arrivent, pour savoir qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, ce qui fait qu'on est complètement répartis. On est fragmenté. Donc la question, c'est comment on change notre rapport au temps que nous vivons aujourd'hui. Et moi, je crois qu'il y a une manière de vivre, c'est l'épaisseur du temps. L'épaisseur du temps, c'est quand vous prenez un livre et que vous êtes en train de lire, vous êtes automatiquement en train de travailler cette épaisseur du temps, ce rapport au temps. Quand vous allez voir un tableau dans un musée, que vous restez suspendu devant un tableau pendant 1 heure, c'est une autre manière de vous réapproprier le temps. C'est-à-dire un rapport à une densité du moment. Et je crois que nous sommes réduits malheureusement à cette densité-là. Et même dans un repas de famille, pas de téléphone. C'est cette densité-là dont nous avons absolument besoin. Mais puisque vous êtes très préoccupé par la question de la transmission suppose le temps long. Or, nous n'avons plus ce temps long. Et donc il y a une crise de l'autorité qui est elle-même une crise de la transmission, qui est elle-même une crise du temps. Mais quand vous reprenez le tout à partir de la question du temps, vous comprenez globalement ce qui est en train de nous arriver, cette immédiateté, cette émotion, cette exacerbation globalement des émotions, alors que la question du silence, la question de la retenue, la question de la pudeur, quelque part, demande un autre rapport au temps. En quoi est-ce que ce rapport au temps façonne notre rapport à l'être humain? Et j'en viens aussi à toute la douleur qu'on traverse tous aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une crise aujourd'hui de l'humanité? C'est comme si on ne se sentait plus tous humains de la même façon, ou en tous les cas la valeur de l'humanité de l'un était plus la même que la valeur de l'humanité de l'autre, et que même dans la façon dont on se bat, dont on fait la guerre, dont on sort d'une sorte d'humanisme. Comment vous placez ce sujet-là, vous? Est-ce que c'est une affaire de croyance? Est-ce que c'est une affaire de progrès? Est-ce que c'est un rapport au temps? À vous. Mais en tout cas c'est le retour du clan, c'est le retour de la tribu, et que la question qui se pose notamment de l'humanité, c'est qui est mon semblable? Et qu'on voit que globalement, en période de grande crise, en période de transition, on a tendance à choisir ses propres semblables. Et les autres sont vécus comme, en tout cas, sont désignés comme des boucs émissaires. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui va mal, c'est à cause d'eux. Et donc, moi je pense qu'il y a une perte d'une foi, quelque part, dans l'humanité, et que ce monde-là n'est pas fini. Globalement, il y a une espèce de désespoir qui peut s'installer. De déni d'humanité ou juste de désespoir? D'abord, c'est des désespoirs avant d'être dans le déni de l'humanité, parce que je pense qu'il faut d'abord faire une distinction entre ce que nous voyons à travers les images et la télévision et les réseaux sociaux, et ce qui se passe réellement aussi dans le monde, les aspects aussi de solidarité. Qu'il y a aussi. Voilà, qu'il y a aussi, et qui sont liés aussi à la question de la dignité. Mais simplement, lorsqu'on souffre, on a l'impression que seule sa souffrance compte, et ne sont pris en compte que ceux qui sont d'accord avec votre propre souffrance. Le vrai travail, globalement, c'est comment on passe d'homme avec un grand H à humain. Et ça veut dire que nous sommes liés,
et que la question de l'humain, elle est d'abord liée à la question de la vulnérabilité. Et je trouve que à partir du moment où on ne prend plus en compte la vulnérabilité des uns et des autres et sa propre vulnérabilité, on peut se transformer véritablement en monstre. Et ça, c'est tout le discours viriliste, c'est tout le discours de puissance. Et Simone Weil, la philosophe, disait qu'il faut armer les plus faibles car le fort a tendance à devenir barbare. Mais alors que dire aux plus vulnérables? Que dire à nos enfants? Que leur transmettre pour essayer de faire société aujourd'hui et demain? Rachid Benzine, au début de cet entretien, a su nous expliquer la force des récits. Il faut donc savoir s'emparer des récits, mais il faut aussi savoir s'emparer du silence, savoir se taire. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans son livre « Le silence des pères », qui est un roman, mais c'est ce qu'il explique à notre micro. On l'écoute. Aujourd'hui, parfois, dans un certain nombre de débats, le silence s'impose, parce que c'est une question de pudeur et de dire nous n'avons pas les mots par rapport à tout ce qui nous arrive en ce moment, je dirais toute cette violence qui émerge au Proche-Orient, de se dire on est tellement sidéré qu'on n'arrive pas à trouver les mots et d'accepter cette impuissance à dire. Ça ne veut pas dire parce que je n'arrive pas à dire que je ne suis pas solidaire des victimes de part et d'autre. Voyez, et c'est là où il y a une espèce d'injonction à parler. Et si vous ne parlez pas, si vous êtes silencieux, ça veut dire que vous êtes complice. Vous voyez, donc c'est un peu quelque chose de pervers qui est en train de s'élaborer dans la société, mais simplement que vous pouvez appeler vos amis. Je dirais, moi j'ai appelé, quand cette catastrophe a eu lieu le 7 octobre, j'ai appelé des amis je dirais, de confession juive pour leur dire ma solidarité. Mais je n'ai pas besoin de le crier sur le toit. Mais on voit bien qu'il y a une impossibilité à parler parce que l'événement est tellement grand que les mots ne nous viennent pas. Mais parce que les mots ne nous viennent pas parce qu'on ne comprend pas ce que ça raconte. Non, c'est-à-dire que la violence, elle est tellement énorme que les mots ne viennent pas. Qu'est-ce que vous voulez dire face à cette tragédie? Les mots sont impuissants. Parfois, face à des événements aussi catastrophiques que cela, il y a une espèce de pudeur de ne pas étaler complètement ses émotions parce qu'on risque aussi de le regretter parce que l'émotion peut vous faire dire tout et n'importe quoi. Quand je vois certains s'exprimer sur Internet et la colère et la rage de part et d'autre, je me dis mais est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que dans ce moment tragique, on a besoin d'être ensemble et parfois on a besoin d'être aussi ensemble dans le silence. Marc-Alain Waknin, le rabbin, disait que le silence, c'est ce qui crée le sens entre les mots. Autrement, ça fait une sorte de brouhaha. J'aime bien cette idée. Je pense que la meilleure manière d'être ensemble, c'est la question du silence. Lorsque vous voyez deux êtres ensemble, où il y a du silence, il y a une manière d'être qui a un lien indéfectible. C'est un lien indestructible quand deux êtres arrivent à rester ensemble en silence. Par rapport à nos enfants, Oui. Aujourd'hui, pour demain, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre au travers de tout ce que vous savez, tout ce que vous avez pu étudier, toute votre connaissance, votre épaisseur de connaissance, et en même temps avec cette assourdissante violence qui secoue nos certitudes, qu'est-ce qu'on leur dit pour aujourd'hui, demain et après-demain? Je pense qu'il faut leur dire d'abord d'avoir le souci des autres en premier avant d'avoir leurs propres soucis. C'est-à-dire que c'est fondamentalement la question de l'autre qui nous constitue. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est de faire des choses avec les gens. Moi, j'ai un fils de 15 ans. Il va donner du soutien scolaire à des gens qui sont plus petits. Il fait des maraudes. Il faut qu'il soit utile. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin simplement qu'il soit bon à l'école pour répondre aux bonnes questions. On a besoin qu'il soit utile aux êtres humains et les plus vulnérables et qu'il découvre lui-même que c'est aussi un être vulnérable. Et que c'est parce que nous sommes tous les deux vulnérables que nous avons besoin les uns des autres. Aller aider les gens, des gens de CP, de CM1, de CE2, les aider, les prendre 1 heure ou 2 heures dans votre temps, ça change globalement une vie. Et d'un seul coup, vous devenez responsable. La question, c'est comment on rend responsable, je dirais, nos enfants. Et ensuite, dans un troisième temps, leur apprendre le questionnement et l'humour. C'est-à-dire qu'il y a tellement de tragique dans l'existence, comme ça, que si fondamentalement on leur parle de tous ces problèmes-là, on va complètement leur fermer l'horizon de l'action. Donc à un moment, il faut aussi savoir les protéger. Et comment vous les protéger? Par le tragique, pas par l'humour.
Alors, c'est quoi la blague préférée que vous racontez à vos enfants? C'est Nasraddin Hoxha. C'est une figure mythique qu'on trouve au Proche-Orient et qui est connu pour être un grand juriste théologien et un grand imam. Voilà. Mais simplement, il est feignant. Et là, il revient d'un séjour de la Mecque au bout de 2 ans et tout le monde veut qu'il vienne à la mosquée le jour du vendredi pour donner une leçon. Et lui, il n'en a absolument pas du tout envie. Et là, sa femme, elle l'oblige quand même à aller. Et là, il se pointe le premier vendredi. Il monte à la tribune, il s'adresse aux croyants. Il dit: « Oh, croyants, est-ce que vous savez ce dont je vais vous parler ?» Ils disent: « Oui, 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 nous savons ce dont tu vas nous parler. » Il dit: « Si vous savez, c'est pas la peine. » Donc il repart chez lui, il dit: « La prochaine fois, on lui dit non. » En fait, je peux recommencer, c'était même pas celle-là, c'était une autre. C'était une autre. C'est ça qui est drôle. C'était une autre, c'est la même. Vas-y. Alors ouais, c'est Nasraddin Hoxha, donc une figure mythique à qui tout un village en Turquie a payé, lui a donné les moyens pour aller à Médine, pour devenir ce grand théologien. Il revient, juriste, et pour départager les gens. Et quand il revient chez lui, il dit à sa femme: « Tu dis à personne que je suis revenu. » Simplement, les villageois l'ont su, donc ils se pointent chez lui. Le chef du village A et le chef du village B, et qui sont en désaccord depuis un certain nombre de temps, puis souhaiteraient avoir l'avis du sage Nasraddin. Et elle lui dit: « Ils sont là. » Il dit: « Non, tu leur dis que je peux. » Non, mais je leur ai dit que tu étais déjà là. Ben, faites entrer le premier. Donc elle fait entrer le premier, il est comme ça, il l'écoute. Sa femme, elle est là. Il se lève avant, il dit: « T'as raison. Puis il dit à sa femme: « Faire entrer le chef du village B. » Donc le chef du village A s'en part, le chef du village B revient, il l'écoute, il s'endort, il est en somnolence, il se réveille, il dit: « Tu as raison, c'est toi qui as raison, tu as raison. » Et il s'en va. Puis sa femme lui dit: « Attends, tu as dit qu'il avait raison le premier. » Puis le second, il l'a regardé et dit: « Toi aussi, tu as raison. » Voilà, c'est simplement que dans ce que nous disons, nous avons tous un peu raison. Quelque part, de notre point de vue. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Un immense merci, Rachid Benzine, d'avoir accepté d'être notre matrioshka aujourd'hui pour apporter une parole à la fois sage et éclairée dans ces temps sombres et particulièrement complexes. Savoir prendre un peu de distance, que ce soit par la culture, par l'humour ou par l'intelligence, ça fait toujours du bien à tout le monde. Donc merci infiniment. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. C'est toujours un plaisir de partager des matrioshkas ensemble. C'est comme des cadeaux partagés. N'hésitez pas à nous dire si certains invités vous paraîtraient intéressants, passionnants d'interroger dans Matrioshka. Nous les contacterons. En attendant, je vous dis à très vite. Partagez nos contenus, allez sur Instagram, likez et continuez à faire partie de notre petite communauté fidèle. C'est un plaisir de poursuivre Matrioshka avec vous. Salut. Matrioshka.